20 ans après la sortie de La Revanche des Sith au cinéma, Star Wars célèbre sa réédition. Mais je me suis rendu compte que ces 11 moments du film n'avaient aucun sens. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que La Revanche des Sith ait essuyé de nombreuses critiques à sa sortie, comme les 3 films de la trilogie préquelle, il a depuis gagné en popularité auprès des fans. Nombreux sont ceux qui considèrent La Revanche des Sith comme l'un des meilleurs films Star Wars, voire le meilleur. Cela ne signifie pas pour autant que le film est sans défaut. En fait, plusieurs des plus grandes critiques concernant la trilogie préquelle de Star Wars concernent La Revanche des Sith. Bien que j'ai mes propres griefs envers le film, notamment sur la mort de Padmé, je fais partie de ceux qui le considèrent comme l'un des meilleurs projets de tous les films et séries Star Wars. Après l'avoir revu au cinéma, je dois pourtant admettre que ces 11 moments du film sont complètement absurdes. L'une des premières choses que j'ai remarquées lors de la projection de la réédition pour le 20e anniversaire de La Revanche des Sith a été la référence, dès le générique d'ouverture, aux héros des 2 camps de la guerre des clones, signifiant ainsi la présence de séparatistes héroïques. Cela m'a d'abord surpris, car les séparatistes étaient étroitement associés au comte Dooku et au général Grievous, 2 méchants évidents dans l'attaque des clones et La Revanche des Sith. Toutefois, le timing de cette mention m'a également interpellé. Star Wars The Clone Wars a rendu les frontières un peu plus floues, notamment avec l'introduction de Mina Bonteri, une amie de Padmé Amidala, une séparatiste qui aspirait sincèrement à la paix. Même si je ne la qualifierais pas vraiment d'héroïne, c'est un exemple de zone grise. Pourtant, dans La Revanche des Sith, il n'y avait pas vraiment de zone grise. Les séparatistes avaient tort. À ce jour, on ne sait pas exactement à quoi cette mention fait référence. Même si j'ai trouvé cela étrange depuis la première fois que j'ai vu La Revanche des Sith, cela m'a d'autant plus marqué que Palpatine aurait pu mourir pendant la bataille de Coruscant, surtout lorsque la tentative de sauvetage d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker a mal tourné. Alors que le trio s'échappait du vaisseau du général Grievous qui s'écrasait, Sidious a dû se faire passer pour le chancelier suprême, relativement sans défense, et non pour l'un des Sith les plus puissants de Star Wars. De toute évidence, Palpatine était prêt à mourir si cela empêchait que la vérité sur son lien avec le côté obscur ne soit jamais découverte. On pourrait soutenir que Palpatine se serait sauvé si les choses avaient vraiment dû arriver, bien que ces scènes soient étayées par de nombreuses preuves du contraire. En réalité, l'atterrissage d'urgence aurait pu, à lui seul, le tuer, et il n'avait que très peu de contrôle sur lui. Nombreux sont ceux qui ont souligné son regard oblique vers R2-D2 dans cette scène, où il semble véritablement nerveux. Outre le fait que Palpatine ait, de manière déconcertante, laissé sa vie être réellement mise en danger lors de l'atterrissage forcé, il est particulièrement étrange que, lorsque le vaisseau atterrit enfin sur Coruscant, il ne soit pas considéré comme une menace. Obi-Wan et Anakin n'eurent pas le temps d'alerter quiconque au sol qu'ils avaient pris le contrôle du vaisseau du général Grievous et qu'ils étaient sur le point de s'écraser. Dans ce contexte, la République aurait dû considérer ce vaisseau comme une menace sérieuse et massive. Après tout, le général Grievous était l'une des plus grandes menaces de la guerre des clones, et on savait que son vaisseau avait participé à la bataille de Coruscant. Il aurait été logique de penser qu'il avait porté le combat au sol, et le vaisseau aurait donc dû être accueilli par une flotte prête à l'abattre. Au lieu de cela, des vaisseaux de la République sont venus pour l'arroser d'eau, éteignant les flammes à son atterrissage. Alors que Yoda, Windu et Obi-Wan discutent de la précarité de la mission d'Anakin consistant à espionner Palpatine, Obi-Wan leur répond, de manière confuse, qu'Anakin ne l'avait jamais laissé tomber. Certes, Obi-Wan ignorait alors certains des actes les plus graves d'Anakin, comme son massacre des Tusken, mais il est inexact de dire qu'Anakin ne l'avait jamais laissé tomber. En réalité, de nombreuses preuves montrent qu'Obi-Wan était au courant pour Anakin et Padmé. Toutefois, même sur des points mineurs, Anakin avait déjà profondément déçu Obi-Wan. Ses débordements et ses faux pas tout au long de l'attaque des clones, notamment sa tentative ratée de sauver Obi-Wan de Geonosis, auraient certainement été considérés comme une déception envers lui. Cette phrase est donc dénuée de sens, et Yoda et Windu auraient sans doute été prompts à rectifier cette affirmation. Même si Obi-Wan ignorait peut-être le massacre des Tusken, la revanche des Sith confirme de manière choquante qu'Anakin s'est confié à Palpatine sur ce qu'il avait fait aux Tusken et sur ce qui s'était passé avec sa mère. C'était un risque énorme, même si Anakin voyait Palpatine comme un mentor, car cela aurait entraîné son expulsion immédiate de l'Ordre Jedi. C'était aussi une tache noire sur l'histoire et l'héritage d'Anakin, il est donc surprenant qu'Anakin en ait parlé à Palpatine, ignorant encore qu'il appartenait au côté obscur. Toutefois, ce qui rend tout cela complètement absurde, c'est qu'Anakin était visiblement prêt à prendre le risque de parler des Tusken à Palpatine, mais il lui a quand même caché son mariage avec Padmé. Certes, Anakin voulait peut-être protéger Padmé des potentielles retombées de cette vérité, mais entre ces deux événements, l'un est clairement bien pire. Après tout, le mariage d'Anakin avec Padmé serait considéré comme mauvais aux yeux des Jedi, mais pas aux yeux de qui que ce soit d'autre. Une bizarrerie absolument hilarante que je n'avais pas remarqué avant cette dernière rediffusion est que Palpatine parle comme Maître Yoda lorsqu'il baptise Anakin Dark Vador.
Plus précisément, avant d'annoncer à Anakin qu'il s'appellerait désormais Dark Vador, il dit « Un grand Sith, vous deviendrez ». La syntaxe de cette réplique est clairement identique à celle de Yoda, ce qui soulève de sérieuses questions. S'agissait-il d'un acte délibéré de Palpatine, une nouvelle façon de manipuler Anakin? Sinon, était-ce encore une idée de George Lucas en guise de parallèle? On ne sait pas si ce lien avec le discours de Yoda était intentionnel ou significatif. Mais je sais personnellement que je ne pourrai plus jamais entendre cette réplique autrement. Windu était sans aucun doute un brillant maître Jedi, mais malgré cela, la rapidité avec laquelle il déduit que l'ordre Jedi tout entier est en danger lorsqu'il apprend l'identité Sith de Palpatine est déconcertante. Après qu'Anakin ait retrouvé Windu et lui ait annoncé que Palpatine s'était révélé à lui comme le Seigneur Sith, Windu déclare « Nous devons agir vite si l'ordre Jedi veut survivre ». En fin de compte, il avait entièrement raison, mais pourquoi a-t-il eu cette logique? À ce moment-là, Windu n'avait aucune raison de croire que l'ordre Jedi tout entier était sur le point d'être détruit. Palpatine, ou n'importe quel Sith d'ailleurs, était bien sûr un adversaire redoutable, mais ils avaient déjà affronté des Sith par le passé. Malgré la sagesse de Windu, il est plus que déconcertant qu'il ait soudainement anticipé la chute de l'ordre Jedi tout entier, simplement parce que Palpatine s'était révélé être un Seigneur Sith. L'un des tournants les plus importants de la revanche des Sith est le moment où Windu affronte Palpatine dans son bureau, tentant de l'arrêter avec plusieurs autres Jedi. Il est clair qu'au départ, les Jedi avaient vraiment l'intention d'arrêter Palpatine et de le traduire en justice devant la République. Toutefois, la situation change radicalement lorsque Windu décide que Palpatine est trop dangereux pour être maintenu en vie, ce qui devient l'un des moments les plus marquants du basculement d'Anakin vers le côté obscur. Pourtant, avant que Windu ne tente de tuer Palpatine, ce dernier dit à Anakin « Ne le laisse pas me tuer ». C'est presque comme si cela donnait l'idée à Windu, même si cela n'a pas beaucoup de sens, car c'est seulement après cette réplique que Windu affirme que Palpatine doit mourir. La question aurait été résolue si les deux avaient simplement été présentés dans un ordre différent, mais en l'état actuel des choses, cette réplique de Palpatine n'a absolument aucun sens. Quand la situation devient vraiment effrayante dans la revanche des Sith, mais avant qu'elle ne sache qu'Anakin a tué des jeunes, Padmé dit à Anakin « Tiens-moi dans tes bras, comme tu l'as fait au bord du lac sur Naboo, il y a si longtemps, quand il n'y avait que notre amour, ni politique, ni complot, ni guerre. » Cette réplique est totalement absurde, compte tenu de ce qui les avait poussés à venir sur Naboo. Dans l'attaque des clones, Padmé et Anakin n'étaient pas sur Naboo pour passer de belles vacances. Ils étaient là pour la protéger car elle avait été victime de multiples tentatives d'assassinat. Il est donc tout simplement faux de prétendre qu'il n'y avait aucun complot lorsqu'ils étaient sur Naboo. C'était précisément la raison de leur présence sur Naboo. De plus, même si la guerre n'a peut-être commencé qu'à leur retour sur Naboo pour se marier, il est inexact de dire qu'il n'y avait pas de politique. En fait, depuis le début de l'ère Padmé dans Star Wars, il n'y a jamais eu aucune politique. Bien que j'ai vu à maintes reprises la scène où Obi-Wan voit l'hologramme d'Anakin, je n'avais jamais pensé qu'il était étrange que Palpatine puisse également être vu en train de parler au Seigneur Vador dans l'un des hologrammes du Temple Jedi. Cette conversation a clairement lieu après qu'Anakin a exécuté l'Ordre 66, ce qui implique que Palpatine a attendu que l'Ordre 66 soit terminé pour y retrouver Vador. Bien que cela soit tout à fait possible, cela semble être un risque totalement inutile pour Palpatine. Palpatine racontait que les Jedi avaient tenté de l'assassiner, ce qui le positionnait comme une victime des Jedi. Un élément nécessaire pour convaincre la galaxie que la quasi-éradication des Jedi était justifiée. Pourquoi se serait-il alors rendu au Temple Jedi où des enfants morts jonchaient le sol, risquant ainsi de compromettre tout ce récit, alors qu'il aurait pu simplement faire revenir Vador dans ses appartements? Cela signifiait également clairement que sa conversation avec Vador pouvait être entendue par d'autres, ce qui rendait cela encore plus illogique. L'un des moments les plus époustouflants de la revanche des Sith et que je n'avais franchement jamais remarqué auparavant, il semble que Palpatine ait eu 2 sabres laser rouges à portée de main. Lorsque Windu et les autres Jedi l'affrontent, il allume son sabre laser rouge et les affronte, mais ce sabre finit par s'envoler par la fenêtre lors de son affrontement avec Windu. Pourtant, à la fin de la revanche des Sith, lorsque Palpatine affronte Yoda, il se retrouve soudain avec un autre sabre laser rouge. Palpatine avait-il 2 sabres laser rouges depuis le début? Était-ce son sabre laser de tout à l'heure, récupéré par un moyen inconnu? Je n'avais jamais remarqué cette incohérence auparavant, mais lors de ce visionnage, elle m'a sauté aux yeux. Bien que je continue d'adorer la revanche des Sith, ces 11 moments n'avaient absolument aucun sens dans le film, et Star Wars ne les a toujours pas expliqués. Bon, c'était quand même hyper cool de revoir la revanche des Sith, on va pas se mentir. Toi, est-ce que tu avais vu toutes ces incohérences? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.